bienvenue au mic avec Miss Boulalou. Non, attendez, je recommence. Mbolo, Sorani le Gabon, Sorani l'Afrique, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la paix. Je pense que c'est l'énergie de mon invité. Mais je vous dis d'abord, bienvenue au mic avec Miss Boulalou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, la radio préférée de votre radio préférée. 98.3 à Libreville, akoumradio.fm et sur notre application disponible sur App et Play Store. Il est des voix au Gabon et en Afrique qui bercent et qui ont le rythme, qui rythment nos journées et peut-être même nos nuits. Pour nous les jeunes, c'est sur ce genre de voix-là, le genre-là même, que nous avons vécu nos amours de lycée. Ah là là, j'ai un petit souvenir là, mais bon, bref. Des voix masculines douces comme celle de l'eau, le vent, le feu dans mon pays, ou bien comme faut pas se laisser aller. Est-ce que vous voyez déjà de qui je veux parler là? Si vous n'avez pas encore compris, je reçois celui que je considère comme la voix du R&B gabonais. Steve de la Fuente est devenu Evo et je dois même dire déjà Michael Jackson. Steve, bonjour. Bonjour, c'est bon, je peux partir? Non, mais tu pars où? Tu l'as trop bien présenté, c'est bon, je peux y aller. Comment tu vas, Steve? Très bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir comme invité. Dès que j'ai reçu le message que tu reçois, Steve, je me suis dit, vraiment, enfin, je vais pouvoir aborder tous les sujets que je veux aborder depuis peut-être 10 ans. Ouais, j'ai trop de questions. J'ai trop de questions. Je suis là pour ça. Je ne sais même pas, je ne sais plus par où on va commencer, mais on va commencer d'abord par ton actualité, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu Michael Jackson. Commençons d'abord par Michael Jackson. Après, on va à Evo. Après, on va retourner peut-être vers la Fuente. Mais commençons d'abord par l'histoire de Michael Jackson. Est-ce que Steve est fan de Michael Jackson depuis et puis il est venu nous montrer en fait son vrai style? C'est quoi l'histoire avec Michael Jackson? Elle est toute simple, l'histoire de Michael Jackson. Déjà, on a écouté Michael Jackson. On écoute Michael Jackson depuis qu'on est tout petit. C'est un artiste intergénérationnel. Et la musique, le titre Michael Jackson, il ne vient même pas de moi. Mais il vient de qui? De mon meilleur ami, mon directeur artistique, mon combi, mon jumeau, Zeben. Ok. Et celui qui est sur les titres avec moi, en fait, il est arrivé, il m'a trouvé en train de composer la musique et j'avais déjà la top line. Et sur ma top line, il y avait tam 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 tam. Il a dit bon, mais Mike danse à la Michael Jackson, c'est ça. Lui, il est venu juste acheter genre danse à la Michael Jackson. Voilà, et on a écrit la chanson ensemble, il a posé et voilà, le soir, la chanson était terminée et prête à être diffusée. Ah, parce que moi, vraiment, quand j'ai vu le clip, toutes les personnalités gabonaises que tu as réussi à réunir dans un seul clip, c'était tellement beau. Et puis, je me suis dit, il doit y avoir quand même une partie, peut-être que tu voulais faire de la pop, on sait jamais. Et puis... Je suis fan de musique de manière générale. Ok. Et on a beaucoup écouté la pop quand j'étais petit. J'ai écouté du Madonna, j'ai écouté du Sade Adou, j'ai écouté du Milli Vanilli. Il y avait aussi du New Jack que j'écoutais, London Beat, plein de trucs comme ça. Et ça fait partie de ma coloration musicale. Et j'ai toujours été attiré par tous les types de musique. Tant qu'ils sont tous les types de musique, tant qu'ils sont beaux, ça va. Ce que j'ai envie de te demander là tout de suite, est-ce que ça a été bien reçu? Parce que tu es Steve de la Fuente, tu viens de la pop. Moi-même, d'abord au début, je me suis dit bon, ok, le grand, sûrement il fait une petite expérience musicale. Est-ce que ça a été bien reçu auprès de tes fans? Niveau critique, oui, il a été super bien reçu. Parce que je me balade sur les fils ou bien quand je partage la musique. J'ai pas de mauvais retour. J'ai pas de mauvais retour sur le titre. Certaines personnes me disent même que le titre est même plus fort que le clip. Mais bon, ça c'est un point de vue et il faut apprendre à l'accepter. Maintenant, pour ce qui est des vues, parce que les gens s'accrochent sur ça, non, je pense pas que... Je vais pas dire que les Gabonais ne sont pas prêts pour ce genre de musique, mais c'est juste que c'est un genre qui n'est pas encore très apprécié. Ah oui, parce que là, tu n'as pas fait l'ancham, là c'est... Non. Tu nous as mené... Là, on écoute pop musique, on se dit, le grand nous amène aux années 70. Qu'est-ce qui se passe? La pop musique n'a pas de place en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'afro, d'ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, toi, tu viens avec un style super décalé et tu es avec Zeben. Donc, tu dis que c'est ton meilleur ami et tout. Donc, dans le fit là, c'est ton meilleur ami. Hein. Non, c'est pas parce que c'est... Parce que vous aimez trop faire les choses entre amis, là, on vous a remarqué. Non, on travaille beaucoup, on travaille énormément ensemble. Ok. Et la manière avec laquelle je travaille
travaille avec lui sur mes projets, c'est pareil, ça va dans les deux sens. Okay. Et il y a un troisième dans la bande, mais il n'était pas dans le clip. Okay. Voilà. Et Zeben, c'est quelqu'un de génial, c'est un super directeur artistique. Si j'ai cette identité musicale en ce moment, ça ne vient pas seulement de mon fait. Okay. Ça vient de Zeben et d'Alchimix qui ont pu me sortir d'une certaine zone de confort dans laquelle j'étais. Et, la zone de confort, c'était quoi, le R&B? Oui, j'étais toujours très R&B, pourtant, ils m'ont dit, mais tu peux rapper, tu as rappé, Non, t'es pas obligé. Non, nous on veut pas que Steve rappe. Non, voilà. Non. Ils ont dit que tu as beaucoup de capacités, donc essaye de sortir un peu du mood, il faut le dire, du mood de La Fuente, pour pouvoir essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et voilà pourquoi chaque fois que je sors un truc, il se retrouve toujours décalé de ce que les gens attendent. Quand on dit une sortie de Steve, on s'attend à du R&B, mais je vais sortir avec Michael Jackson ou bien un truc un peu plus différent. Non, mais sinon, ne bouscule pas trop. Tu sais, nous les fans de la première heure, on n'aime pas trop quand on nous brusque comme ça. Vous aurez ça. Un clip avec plusieurs. J'ai vu Ariel T, j'ai vu Michael Anissé. Michael Anissé, comment ça s'est passé la collaboration? À quel moment tu t'es dit non, on va faire un clip et puis on va appeler le grand et puis tout ça et puis ça donne tout le clip là, parce que le clip vous avez vraiment fait comme un clip de Michael Jackson. Il y a la partie film, il y a la partie musique, il y a la partie chorégraphie et tout. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était quoi, un hommage à Michael Jackson? De base non, mais comme on a dit Michael Jackson, on a dit que mieux on fait ce que Michael faisait, et les étoiles étaient super bien alignées, parce que si je dois raconter tout le film, j'ai composé la musique, ça a été apprécié, du coup on commence à se dire que bon, on va faire comment. On a envoyé à Skolens, Zeben, il a envoyé à Skolens, parce que moi je suis complètement à l'ouest, dès que je termine de faire un son, je passe à autre chose. Donc Zeben l'a envoyé à Skolens, le réalisateur, qui a directement dit je clip la chanson là. Et en même temps, quand on discutait, on était avec No Phénomène qui a dit que ah non, Michael Anissé il est très bien. On a contacté Michael Anissé, on allait le voir dans son studio de danse, il a écouté la chanson, il a dit c'est bon, je mets toute mon équipe à votre disposition, on tourne, sans nous demander 100 francs. Waouh, ça c'est une très belle collaboration justement avec tous les artistes. Et gros merci, gros merci à Michael Anissé, franchement. On fait un gros big up à Michael Anissé. N'oublie pas, tu es le bienvenu sur le plateau d'O-Mike avec Miss Bouloualou. Danse à la Michael Jackson, c'est quoi la suite? Parce que tu sors quand même de loin. J'ai d'abord voulu parler du titre, parce qu'on parle quand même de Steve. Steve, tu sors de loin. À un moment, on ne savait pas où tu te situais, parce que même quand on cherche ta musique sur Internet, on voit 2016 et tout. Donc, on voit quand même beaucoup de temps qui est passé. Où était passé Steve? Steve passe tout son temps. Steve ne vit pas comme un ermite, mais Steve est très casanier. Donc, ah ouais? Oui, je passe beaucoup de temps chez moi, je ne fais que de la musique, je travaille de la musique, je fais des prods et j'enregistre aussi des personnes, parce que mon studio n'est pas seulement que pour moi, mais il est aussi commercial. Donc je ne passe pas mes journées à me tourner les pouces. Je fais que ça, je fais que de la musique. Voilà pourquoi j'ai travaillé aussi sur mon projet qui va arriver après Michael Jackson, parce que Michael Jackson, il va annoncer 2 ou 3 singles qui finiront sur un album. Voilà. Et si je prends les choses un peu de manière éparpillée, j'ai aussi pris le temps de jouer le papa, parce que j'ai eu un petit garçon. Bon, maintenant c'est un grand monsieur. J'ai pris le temps de m'occuper de lui, de le regarder grandir, et puis voilà. Donc ta vie de papa t'a pris, on dirait que tu es comme Yelty, on dirait que tu aimes beaucoup les enfants, toi. J'adore les enfants. Voilà, donc vous avez vu, on a les mamans et les papas poules ici. Vous voyez, Mike avec Miss Bouloualou nous révèle vraiment la personnalité des gens. Et du coup, il y a un album qui arrive, donc combien de titres arrivent? Le prochain titre, c'est pour quand? On veut d'abord la doc. Il y en a beaucoup. Dernièrement, j'ai fait une release party. Dommage que tu n'y étais pas, parce que tu aurais pu consommer l'album en preview. Tu n'aurais pas dû me dire ça, parce que là tout de suite je t'en veux. Tu vois, tout de suite je t'en veux. Je viendrai consommer l'album avec toi en privé. T'inquiète. D'accord. Voilà, c'est un album. Et j'avais publié ça sur Facebook. C'est à ce moment que j'ai commencé à recommencer à communiquer. J'avais dit que le prochain album s'appellera Evo, et il sera
hip-hop, R&B, pop, etc. Donc c'est ça mon album. Il y aura plusieurs titres, pas beaucoup de featuring, ou presque pas d'ailleurs. Comme on va dire, j'ai joué le mec qui ne travaille qu'avec ces gens, Zeben, FANG, Alchemix, ça s'arrêtait là, et Welcome. Voilà. Ah ça je vais écouter, hein, featuring avec Welcome, ça il le faut. Parlons d'Evo justement, on est parti à une époque, tu étais appelé Steve de La Fuente pour toujours rappeler que tu revenais de La Fuente. Exactement. Et là tu as fait évoluer ton personnage en Steve Evo. Qu'est-ce que veut dire Evo? Tu viens de le dire tout de suite, ça veut dire évoluer. Ah ok, donc c'est le Steve évolué. Voilà. Oh, d'accord. En fait, Evo, c'est le mélange de tout ce que j'ai traversé, que ce soit de bon ou de mauvais dans la musique. Parce que n'oublions pas que je suis parti de Ben Entertainment, La Fuente, pour être Steve et Lacho du groupe La Fuente, après pour me retrouver tout seul. En fait, c'est cet ensemble d'expériences-là, et j'y associe celle du beatmaker, c'est cette association qui m'a permis de créer le personnage Evo. Et même, je ne l'ai pas créé de but en blanc, c'est parce que quand les gars ont vu que j'étais prêt à sortir mon projet, ils m'ont demandé, mais ton projet, tu vas l'appeler comment? Et ça, c'était avant le confinement. J'ai dit, bon, mon projet, je vais l'appeler Evo, mais toi, ton nouveau nom, parce que La Fuente, bon, et c'est vrai que les gens te connaissent sous La Fuente, mais c'est bon là. Oui, mais il va falloir que tu tournes un peu la page. J'ai dit, bon, d'accord, moi je vais m'appeler Evo. Je voulais d'abord porter Kobe, celui qui est le nom de ma mère, mais comme mon fils s'appelle Kobe et qu'il aime la musique, j'ai dit que bon, et j'avais déjà prévu que lui, il va s'appeler Kobe, et puis ça a sonné Star, etc. J'ai dit que non, je ne vais pas voler la chose de mon fils, mais je vais m'appeler Evo. Et c'est comme ça qu'on est parti sur ça. Donc, dans cet album-là, on aura droit à Steve évolué. Voilà. Genre la version 3D, machin. Ma version 2.0, je ne vais pas aller trop loin. Version 2.0, mais le projet, il sort quand? En vérité, il est prêt. Mais vu ce que nous allons vivre les prochains mois, et que les feux des projecteurs ne seront pas forcément sur les artistes, on est en train de cogiter sur comment le sortir. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, comment entretenir le public avec 2-3 singles, et pourquoi pas le sortir à la fin de l'année. Pourquoi pas le sortir à la fin de l'année. Tu as déjà fait la release party et puis tu dur pour nous sortir l'album. Je suis compliqué. Michael Jackson n'était pas prévu pour l'album. J'avais déjà bouclé l'album. Ah, carrément. Michael Jackson, c'est venu un matin comme ça, et puis je l'ai fait, et puis j'ai dit que bon, oui, c'est lui qui annonce l'album, et il sera dans l'album. Donc c'est ça, être un artiste en même temps. Être imprévisible, voilà. Donc être un artiste, être imprévisible. Moi, je veux qu'on parle de quelque chose. Tu as un joli background, tu es quand même Steve de La Fuente. Comment aujourd'hui, est-ce que tu te sens aujourd'hui un peu plus détaché maintenant de l'image? Parce qu'on parlait juste, tu parlais de ça au début. Est-ce que tu te sens maintenant vraiment toi, complètement Steve? Là, il n'y a plus l'influence La Fuente, par exemple. Je vais dire oui. J'hésite, je sais pas. Oui et non. Parce que La Fuente, ça a toujours été une partie de toi. Une partie de moi. J'ai évolué dans ça. J'ai fait mes classes dans ça. Et donc, du coup, chaque fois que je vais chanter, on va toujours dire que, oh, mais dans cette chanson, on retrouve toujours un peu la couleur de La Fuente, même si tu fais ça à ta sauce. Voilà. Et maintenant, je me sens détaché. Je me sens aussi un peu détaché de tout ça parce que je fais ce que j'aime. Voilà. J'ai plus besoin de me mettre dans le prisme de La Fuente pour dire que je vais faire ma musique comme ça parce que le groupe l'exige de cette manière. Je fais ce que je sens. Si j'ai envie de faire de la pop, je fais de la pop. Si j'ai envie de faire un morceau hip-hop et être un peu trash sur le titre, je vais le faire. Et c'est les deux. Ça veut dire La Fuente, c'est ton histoire, mais aujourd'hui tu es libre et puis voilà, tu t'exprimes artistiquement. C'est bien ça. Il y a un titre dans mon album qui s'appelle Libre. Vraiment, tu m'as fait du mal. on va parler d'un titre, Le lit de l'hôpital. L'homme, c'est comme le lit de l'hôpital. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ça, je me dis, ok.
le lit de l'hôpital. Comment je vois le lit de l'hôpital? C'est un endroit où on termine parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand on arrive déjà sur le lit d'hôpital, c'est que on est quand même à un certain stade d'une maladie. Oui. Et donc, pourquoi l'homme, c'est le... Parce que tu es un homme et puis tu dis que l'homme, c'est le lit d'un hôpital, c'est chaud. Hein? C'est parce que, en fait, dans un premier sens, on soigne en même temps. Les hommes, nous, on soigne tout ce qu'il y a à soigner. Ah bon? Oui, on sait donner ce qu'il faut pour soigner. Mais... Mais est-ce que vous avez déjà vu un lit refuser les gens? Est-ce que vous avez déjà vu un lit refuser que quelqu'un vienne disons dormir? Que le lit n'a pas trop le choix. Non, il n'a pas trop le choix. Non. Humainement, il a le choix. Mais bon, est-ce que vous avez maintenant vu un homme refuser les bonnes choses? Non, je pense pas. Donc, c'est... Désolé le syndicat, désolé. Ah oui, ça c'est une image. Moi, je pense que ça, franchement, ça va être... Cette partie de l'interview va être highlight parce que... Là, je suis en train de trahir le syndicat. Mais bon, c'est pas grave, on va gérer ça. Il y a une autre chanson dans l'album qui vous met en haut, les gars. Ça va aller. Donc... le lit de l'hôpital, je pensais à Tchalamwana en fait. Et puis je me suis dit que mais en vérité cette femme n'a pas totalement tort, parce que l'homme est ce qu'il est, qu'il soit blanc, jaune, rouge, etc. Dans sa nature profonde, c'est un prédateur, c'est un chasseur, et il va toujours chercher à mettre quelqu'un dans son lit. Et j'ai voulu raconter ça sur cette histoire en disant en faisant l'analogie, l'homme, c'est comme le lit de l'hôpital. Ah oui, l'homme, il est comme le lit de l'hôpital, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se donner cadeau. Voilà, il ne faut pas se donner cadeau. Faut pas se donner. Attends. Attends, mais si il faut pas se donner cadeau. Après, quand on se donne pas cadeau, au final, la femme est matérialiste. Il faut qu'on se comprenne, hein. Mais après, en vérité, l'un n'existe pas sans l'autre. Ah bon? Quand je discute des fois avec les gars, ou bien d'autres personnes, je dis que tout est intérêt dans la vie. Ouais, clairement. Tout est intérêt. Donc, si tu veux obtenir quelque chose d'une femme, que ce soit explicitement ou implicitement, elle obtiendra quelque chose de toi. En vérité, les vrais gamers, c'est des femmes. What? Non, c'est impossible. Quoi? Non, je pense que les femmes apprennent des hommes. Donc, à la base, ce sont les hommes qui ont créé le game. Non, de base. Revenons de base. Ok. Qui accepte? Non. Ça, c'est une histoire qu'on a pris pour salir l'image des femmes. Non, c'est pas pour salir la femme. C'est pour dire qu'en vérité... Oh, le syndicat va me taper sur les doigts. C'est la femme qui choisit l'homme, qui choisit son homme. C'est la femme qui dit « Je veux sortir avec cet homme ». On n'est pas les meilleurs dragueurs. On n'est pas les meilleurs. La vérité, c'est que tant que la femme n'a pas dit oui, l'homme, il va rester là au public nantais. Il va continuer à draguer jusqu'à ce que Noël arrive. Il ne passera à l'acte, sauf s'il viole la demoiselle, pardon. S'il viole la demoiselle, il ne passera à l'acte que si la dame lui dit oui. C'est comme hier, j'ai eu une discussion avec un Français qui me disait que en vérité, c'est la femme qui épouse l'homme. Parce que c'est la femme qui choisit l'homme de sa vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout est intérêt. Elle sait ce qu'elle gagne quand elle dit oui à cette personne. Ah, mais l'homme choisit. Moi, je pense que l'homme choisit aussi. Hein, s'il y a plusieurs prétendantes, forcément, il fait le choix parmi. Mais il peut faire le choix. Moi, j'ai déjà vu des femmes qui refusent le gars le plus beau de la soirée pour partir avec le mec le plus moche. Ok, d'accord. Est-ce qu'il avait l'âge? Laissons d'abord à faire argent. Il pouvait sentir le vinaigre, elle est partie avec lui. Comment tu expliques ça? Des fois, tu vois une femme. Moi, je me suis posé la question. Je vois une belle go. Je vois, surtout le type occidental. Tu vois la belle go, tu dis ouais, ça c'est pour moi. Et après, tu vois à côté d'elle, tu vois un mec dreadlocks, c'est des galets noirs. Il fume, elle est là, elle se fait toute petite. Tu dis que bon, qu'on m'explique.
je suis propre sur moi-même, mais elle préfère partir avec le mec là. Pourquoi? Parce qu'elle l'a choisi lui. Parce qu'elle sait ce qu'elle sait ce qu'elle a vu dessus. Tu vois. Et c'est pour dire en fait, voilà pourquoi je dis que ce sont les femmes qui gèrent le game. Ce sont elles qui créent le game. Nous ne sommes que nous ne sommes que des pions dans cette histoire là. Ah, c'est une petite victimisation, mais nous ne sommes pas là. Où est-elle? Est-ce que tu l'as déjà trouvée, elle? Pas encore. Pas encore? Non. Pas encore comment? Parce que on va, toi et moi, on va avoir la même discussion que j'ai eue avec Njassi ici là. Pas encore. Tu n'as pas encore trouvé ta elle depuis là? Non, je ne l'ai pas encore trouvée. Mesdames, la voix du R&B gabonais cherche sa elle. Où êtes-vous? Où êtes-vous, mademoiselle? S'il vous plaît, remplissez son inbox. Ah, mais c'est étonnant comment un gars qui chante le R&B. En plus, tu chantes. Normalement, ça doit, si tu cuisines aussi, normalement, ça devait être. Juste un peu, mais ça s'appelle le qui ne veut pas pause. Explique. Qui ne veut pas pause comment? Je cuisine, je te jette ça là. Si tu, c'est bon, c'est pas bon. Tu... Ah non, là, tu te débats, disons, tu combats en cuisine. Oui, je me bats. Et donc, tu n'as pas encore trouvé elle. Non, pas pour le moment. Donc, Steve n'a pas encore trouvé elle. C'est parce que tu as arrêté de chanter. Il faut rêver. Non, je chante toujours. Non, là, je te parle de publiquement. Genre, on veut te voir partout. Là, elles vont venir. Ou bien c'est peut-être aussi qu'elles ont une image de celui qui chante avec la voix douce. Oui. Et puis on se dit que Steve a se dit que tous les chanteurs sont des bandits. Donc tu n'as jamais été bandit, même avant. On est quand même un peu bandits sur les bords. Non, on a chacun sa période c'est bien c'est bien d'avouer. Parlons de toi et de l'écriture de tes titres. Est-ce que toi aussi tu fais appel au ghostwriter? Parce que moi j'ai appris que toi tu écris des titres pour des gens, mais est-ce que toi aussi t'es arrivé de travailler avec d'autres personnes qui ont écrit des textes à toi? Bien sûr. Il y a Tina j'ai travaillé il y a longtemps sur un projet qui n'est pas sorti avec Tina. Elle avait écrit pour moi et j'avais adoré la chanson, mais on n'avait pas pu aller juste au bout du projet. Il y a Alchimix qui écrit sur mon titre, le titre sur mon album. Le titre c'est j'oublie le titre, c'est Fun Game. Le titre c'est Fun Game. Il y a un autre gars qui s'appelle Doc Dizzy qui est en Afrique du Sud, qui écrit le titre Joli. D'accord. Mon titre Joli, j'ai juste fait le refrain. Le remix de Pana, je n'ai pas totalement écrit la chanson, c'est toujours avec Doc Dizzy. Donc moi j'aime travailler avec les gens qui écrivent pour moi. Même Jay Respect Me, il écrit un titre qui n'est jamais sorti pour moi. Et je pense que pour évoluer musicalement à un moment donné, on ne doit pas avoir se limiter à sa propre écriture, parce que on a une vision très limitée de la vie. Donc le fait de prendre d'autres personnes ouvre ton champ. Ça ouvre le champ de la sensibilité. Exactement. Et c'est ça en fait. Il faut travailler avec les autres, c'est important. Il faut travailler avec les autres, c'est important. Bien la question, je suis sûre qu'on te pose beaucoup la question là. Ça va entre là-dessus et toi, vous voyez quand même? Ça va. On a fait un concert il y a longtemps. On a fait il y a le fondateur du groupe qui s'est marié il y a 2 ans. Ah, il y a le fondateur de La Fuente? Du groupe La Fuente, parce que à la base, vous n'étiez pas 2? Non. Waouh. La Fuente, nous étions environ entre 12 et 8. Hein? Oui. C'est like le boys band et tout. Oui, oh là là. C'était pour les petites pépés. Quand tu es au lycée, tu sais pas trop ce qui... Genre le boys band et tout. Voilà, et il y avait un peu de tout. À la boys to men et tout, genre... Moi, on faisait uniquement que du playback. Oh là là, je pensais que tu allais me dire que vous faisiez... vous utilisez juste le vocal harmonies et tout. C'est quand je suis arrivé, parce que j'étais, on va dire, quand on a décidé de faire un groupe de chant, j'étais pour le moment la dernière recrue, et on a dit, bon, les gars, on va chanter d'abord en anglais, et c'est là où ceux qui ne savaient pas chanter
se sont mis sur le côté pour pouvoir laisser. Et nous sommes restés à 4 jusqu'à ce qu'un parte, un autre vienne remplacer, etc., etc. Et le fondateur du groupe était toujours là. Il s'appelle Eric, il est à l'Armée de l'air en ce moment. Et je lui fais un gros big up. Quand il a décidé de se marier avec la fille qu'il a rencontrée pendant notre adolescence. Donc voilà. Et ils se sont mariés. On a réuni le groupe spécialement pour eux. Une chanson est sortie de là. Elle a été composée et puis on a enregistré dans mon studio. Ouais, mais vous entendez très bien parce que après, quand un groupe se sépare, on se dit souvent que le groupe se sépare parce qu'il y a des problèmes entre eux et tout. Non, Lacho a décidé parce qu'il faut le dire, c'est Lacho qui a acté la scission. C'était beaucoup plus un choix artistique. Et moi, je l'ai pris comme ça parce que, comme je le disais en entame, lorsque vous êtes dans un groupe, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer à 100%. Complètement, voilà. Exactement. Et fort heureusement pour lui, ça se passe très bien. Il a décidé de faire de la musique tout seul et moi, je l'ai encouragé dans ça. Et je l'encourage toujours à le faire, mais on n'a pas de problème. Quand on a la possibilité de se parler, on se parle. Mais lorsque vous n'êtes plus ensemble, c'est comme pour un groupe, pour un couple. Quand vous n'êtes plus ensemble, chacun fait sa vie. Yeah, clairement. On n'est plus trop dans le... Genre comme avant, vous passiez beaucoup plus de temps ensemble. Non, là, c'est différent. Quand on se voit, on peut discuter. On a passé beaucoup de temps ensemble. Justement, il y a 1 an ou 2, on passait tous nos dimanches ensemble, on discutait, on enregistrait, on parlait de tout et rien. On partait prendre un verre. Voilà, parce qu'on était sur un projet commun et ça nous a permis aussi de faire taire certaines rumeurs, de clarifier certaines choses. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de problème entre Lacho et moi. C'est juste que lui, il fait maintenant sa carrière et moi, je vis la mienne. La tienne. Donc, vous êtes parti d'un couple de 8 ? Ouais. Oui, de 8 personnes à 2 personnes. Et La Fuente, qui a choisi le nom du groupe là? C'est le fondateur, Eric. Non, c'est pas Eric, c'est Lacho. C'est Lacho. C'est Lacho. La Fuente, c'est très R&B. C'est pour ça que je te dis non, maman, même si teste les autres choses, mais on a besoin des artistes R&B. Nous, la génération 90. Vous en aurez, ou de R&B. Bon, je te fais quand même écouter un morceau. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je veux parler de votre projet, votre plus gros projet pour moi, Les Fables de La Fuente. Ouais. Parlons du projet là. Vous étiez avec une production comme celle d'Eben, mais moi c'est surtout l'écriture des textes. Qui a écrit les textes? Est-ce que c'est seulement vous deux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi derrière? Non, en général, pour tous les textes, on va dire de l'écriture à même l'enregistrement, c'était juste Lacho et moi. C'est vrai, on avait un beatmaker hollandais qui était là, qui faisait aussi office d'ingé son. Oui. Mais des fois il n'était pas là, donc c'est à ce moment que j'ai fait mes premiers pas dans... tu as commencé à découvrir les techniques de studio, etc. Et quand il m'apprenait, derrière, on enregistrait Lacho et moi parce qu'on était beaucoup à Eben et c'était pas évident d'avoir le studio pour soi tout seul. J'imagine. Donc, on écrivait ensemble. Mais pour on va dire les 80 ou les 85% des chansons, Lacho les entamait. Il les entamait et après, moi, quand j'arrivais, j'enregistrais ou je coécrivais. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. On avait ce mode de fonctionnement qui était très simple. C'est lui qui donnait le ton et moi, maintenant, quand j'arrive, on en discute. Si ça me plaît, je pose. Si ça me plaît pas, on en discute encore et c'était comme ça. Après, maintenant, moi, je me suis aussi mis à l'écriture. Dans le titre, j'ai écrit une chanson. J'ai composé une chanson spécialement dans mon univers R&B. C'est même la dernière chanson de l'album qui a pour titre Comment. Et Smile, j'ai écrit le refrain, j'ai écrit mon couplet et puis j'ai dit Lacho, tu dois poser sur cette chanson. Et c'est comme ça qu'on procédait. Lui, quand il trouvait un truc, il m'appelait et moi, quand je trouvais, je faisais. En clair, c'était une belle collaboration. Une très belle collaboration. Non, là, excusez-moi, si vous m'écoutez, là, c'est de la partie throwback. Je voulais tellement avoir l'un d'entre eux. Donc, je suis obligée de poser quelques questions et avant qu'on ne continue de parler de toi, on va parler de L'eau, le vent, le feu. Le sujet qui a écrit le son là? Le vent et feu, c'est Lacho. Tout le son, on avait 16 ans. Vous aviez 16 ans. Waouh.
Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun autre titre qui se casse de ce côté-là? Aucun. Aucun. C'est-à-dire, quand j'y pensais même encore ce matin, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun autre artiste qui a pu toucher ce genre de sujet-là de façon aussi poétique. Exact. Et puis qui a autant pris. C'est un titre de fou. Après, c'est la poésie dans la musique à l'époque, c'était monnaie courante. À l'époque, on avait de la poésie dans les chansons, mais aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus spontanés dans ce qu'ils écrivent. Okay. Et ils écrivent en général ce qu'ils voient. Encore les McDo, exactement. Voilà, c'est ça. Donc nous, on avait cette approche très pédagogique de la musique. Il fallait des rimes, il fallait ceci, cela, il fallait de la poésie, il fallait parler de belles histoires. On était très fleur bleue. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ça. Non, aujourd'hui, tu es un peu fleur bleue. Je suis toujours aussi fleur bleue. Ok. Voilà. Est-ce que le fait que tu sois un artiste R&B, est-ce que au quartier, genre on te considérait, parce que La Fuente vient quand même dans une époque où on est très hip-hop dans le pays, exact. On est très rap, on est très hardcore et on est toujours des ovnis. Vous êtes venus genre en mode je serai low. Donc est-ce que au quartier ça donnait quand même bien? À l'époque? Ouais. Oh, tu sais ce qu'on disait sur les chanteurs à l'époque. On nous qualifiait de tous les noms. On disait qu'on était des homos, on était des machins, parce qu'on chantait pour les femmes. À l'époque aussi, faire de la musique quand on était un homme, il fallait faire de la musique virile. Donc quand tu fais du rap, quand tu fais du hip-hop, on dit oui, ça c'est garçon. Et quand tu fais du hip-hop, tu as les habits façon un peu machin là, tu sens un peu le vinaigre, on dit que oui, ça c'est... Excusez-moi les gars. Je vais prendre l'expression sentir le vinaigre là. On dit que ouais, là, ça c'est garçon, ça c'est un vrai rappeur. gars. Maintenant, quand toi tu viens avec ta chemise bien boutonnée, bien, tu es folé, on dit que voilà, un homme qui se gaspille, il va chanter. Quelle perte. C'est du gâchis tout ça là. Mais après, les mœurs ont évolué et puis... Dieu merci, hein, parce que les chanteurs ont compris. Et les chanteurs ont même pris le game. Oui, ils ont compris qu'il fallait pousser la fonte, il fallait montrer les abdos. Et voilà, parce que c'est comme ça que ça évolue. Les choses ont évolué. Après, maintenant, on nous regarde comme des artistes à part entière. Aujourd'hui, quel est ton... Comment est-ce que tu vois le R&B ou la scène musicale aujourd'hui avec la nouvelle génération? Elle est très colorée. Elle est très colorée. Le R&B, difficilement au Gabon, il arrive à se placer, mais on a plein de musiques qui... je vais pas dire plein, ça ce serait hypocrite. On a une seule musique qui se dresse au-dessus des autres au Gabon. L'afro? Non, là tu es en train de noyer le pot. Tu as envie de faire de l'euphémisme. C'est l'afro, parce que ce qu'on appelle un tcham ici, c'est de l'afro, mais oui, bon, gabonisé. Appelons ça un tcham. Au Gabon. Maintenant, à l'époque, à l'international, effectivement, la musique, le R&B, le R&B a énormément muté. Il s'est transformé. On va dire que l'afro, en fait, c'est le R&B d'Afrique avec le zouk. Donc, c'est très coloré et c'est une très bonne chose parce que les Africains, ils arrivent à maintenant imposer leur sonorité, leur musicalité, leur couleur au monde. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Quelle est ta relation avec les artistes de la nouvelle génération? C'est-à-dire, est-ce que tu t'entends bien avec eux? Est-ce qu'il y en a avec qui tu peux envisager, par exemple, des collaborations? Oui, il y a plein de... Bon, je ne vais pas dire que je les fréquente tous parce que je ne les connais pas tous. J'en connais quelques-uns. Il y a Del Pega que je connais très bien parce que, pour ceux qui ne savent pas, Del Pega, c'est un excellent boxeur. Il m'a coaché en boxe anglaise. Donc, c'est un champion. Les capitaines... Je fais ta pub, petit. C'est le capitaine de l'équipe nationale de kickboxing. Donc, je l'ai connu pas dans le cadre de la musique, mais c'était pour autre chose. Et j'entretiens de très bons rapports avec Del Pega. Je connais Welcome. Je connais Ebolo. J'ai travaillé avec Eboloko. Ah ouais. J'ai travaillé avec Eboloko. Maintenant, pour le reste, il y en a d'autres de la nouvelle génération. Désolé les gars si je
j'oublie vos noms. Mais pour le reste, comme je dis, je suis casanier et puis je travaille. Est-ce que certains viennent vers toi pour des conseils? Très rarement. Le problème. Est-ce que c'est pas parce que tu te caches aussi, vu que toi tu es caché? Oui, à ma décharge, oui, c'est peut-être parce que je me cache, mais je pense que il y a comment dire, une rivalité qui ne dit pas son nom, qui est saupoudrée de malentendus entre l'ancienne et la nouvelle génération. Il y a les petits, et à juste titre, ils ont le droit de le dire, parce que à un moment donné, ils avaient besoin des plus grands pour montrer la ligne. Et ça n'a pas été le cas. Ouais, ils se sont fait tout seuls. Donc, ils ont le droit de dire que non, on s'est fait tout seul, on n'a pas besoin de vous. Et on a aussi d'un côté les gars de l'ancienne génération qui ont ce besoin de reconnaissance. Yeah, et du coup, ils se disent que les petits sont irrespectueux. En temps, on fait tous la même chose. Les grands évoluent avec les petits évoluent avec les grands. Il faut quelque chose qui vous réunisse. Il faut quelque chose pour qu'il y ait un vrai échange. On a besoin d'un plus petit que soi, parce que si je prends je vais prendre un exemple tout bête. Steve a besoin de faire un titre, même si c'est du R&B, il peut colorer son R&B avec le phrasé d'un plus jeune qui va lui dire que grand, au lieu de parler comme ça, essaye de parler comme ça à ta sauce. Tu vas toucher beaucoup plus facilement les jeunes. Yeah. Ça ne veut pas dire que je vais parler comme les jeunes. Ça veut juste dire que le petit m'aide à entrer dans un mood pour pouvoir toucher un peu un nouveau public. Ou tout simplement être plus efficace. Parce que techniquement aussi, il y a certains qui n'ont certes pas la voix pour ceux qui chantent, qui fredonnent, mais ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose à apporter. Ils ont juste besoin d'être encadrés. Exactement. Voilà. Pour toi, la musique était mieux avant ou maintenant? Parce qu'il y a ce débat de c'était mieux avant là. Je ne veux plus rentrer dans ce débat. Il y a une époque, j'aurais pu penser comme ça, mais après, en grandissant, c'est générationnel. Nos parents n'aimaient pas notre musique. À clair. Voilà. À l'époque, c'était même un truc de bandit, être artiste. De bandit. Nous, on n'aime pas la musique des plus jeunes. Donc, on va dire par exemple que nous, je disais ça de taxi. Mon père ou bien mon oncle va dire que moi je m'habille comme un bandit, ou bien ses parents vont dire que lui s'habillait comme un bandit, moi je m'habille comme un criminel, et nos plus petits s'habillent comme des serial killers ou bien des... Donc, ouais, je vois. C'est... Le genre musical en fonction de la génération ne sera jamais plus intéressant que celui de la précédente. Celui de la précédente va toujours dire que dans notre musique, il y avait plus de ça, donc la musique était bien avant. Il y a oui et non une part de vérité. C'est vrai qu'à l'époque, on considérait que la musique avait une âme parce que les gens jouaient ça. C'était des émotions qu'on transmettait sur des cordes, sur des guitares. On écoute la musique, on sent qu'il y a... Aujourd'hui, c'est plus numérique. C'est beaucoup plus numérisé, etc. Mais les jeunes se retrouvent dans ça et il faut le leur accorder, il faut le leur donner. Voilà, c'est ça. Parlons maintenant de Steve hors scène, hors studio. Il s'appelle Tonga Steve Romuald. Merci. Oui, et moi je veux savoir, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire, est-ce que hormis la musique, il y a quelque chose que tu fais? Ouais, j'ai un boulot. Ah, tu as un boulot. J'ai un boulot. Je te dirai hors antenne aussi. Non, tu as un boulot. Et comment ça se passe d'être Steve Evo de la Fuente au boulot? Est-ce qu'on te fait des petites piques de temps en temps au boulot? Oui, ça me pique. Oui, on me pique. Ça, des fois, on me pique. On me dit, oh, notre star. Mais en fait, ce rapport avec les collègues, c'est un peu le rapport c'est un peu le même rapport que j'ai avec les gens au quartier, etc. J'ai pas perdu le Nord lorsque j'ai eu le succès ou quoi que ce soit. Je suis resté le même. J'ai intégré ça dans ma vie de tous les jours. J'ai toujours fréquenté les mêmes personnes, et lorsque je vais dans un environnement où on me connaît en tant qu'artiste, je laisse la casquette d'artiste d'abord parce que je suis un artiste lorsqu'on me demande, mais hormis la vie d'artiste, on a une vie normale. Donc, je me présente aux gens comme la personne normale que je suis. S'il y a un travail à faire, je me fais tout petit. Parce que j'ai des supérieurs au boulot. Donc, avec mes supérieurs, je ne cherche pas... Ah non, tu n'es pas Evo, là. Non, je ne suis pas Evo, je ne suis que Steve. Donc, bien évidemment. Je sais me tenir à ma place. Tu arrives à concilier musique et travail? Oui, j'arrive. Le boulot que j'aime me permet de le faire. Et au boulot, on sait que je suis un artiste, donc c'est la double excuse. Ah oui, bon, d'accord. Il chante là-bas, oui, d'accord, pas de problème.
il peut savoir ça. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Si tu peux moquer le boulot. Et tu es papa. Tu es papa aujourd'hui. Et est-ce que c'est facile d'être père célibataire? Parce qu'on parle beaucoup des mères célibataires. On parle jamais beaucoup des pères célibataires. Est-ce que c'est évident d'être artiste, travailler, être papa aussi? Mais je pense que c'est... Bon, être père célibataire, c'est facile. C'est facile. Je ne vais pas dire qu'il faut de l'emploi. En même temps, on n'a pas le choix. Voilà. En fait, on n'a pas le choix. Voilà. Et ce qui est magnifique dans mon rôle de père célibataire, c'est que tout s'imbrique en fait. Mon fils, il est super fan de ce que je fais. On est raccord sur pas mal de choses. Il aime les jeux vidéo, j'aime les jeux vidéo. Il aime la musique, j'aime la musique. Il aime le sport, j'aime le sport. Donc, on a plusieurs points communs et on ne peut rien faire l'un sans l'autre. Donc, la vie de papa, la seule chose qui embête mon fils, c'est parce que des fois, je passe au four pour faire la bouffe. Donc, là, ok, c'est chaud. donc, chef Darnell, si tu nous écoutes, Steve a besoin de cours. S'il vous plaît, j'ai besoin de cours. Évitons qu'il intoxique l'enfant et tout. Donc, tu as un seul enfant et est-ce que déjà tu es de quel âge? Un seul enfant. J'ai une belle fille parce que c'est pas parce que je ne vis plus avec la mère de cette fille que je ne considère plus la fille comme étant mon enfant. Ah, ok, d'accord. Donc tu as 2 enfants. On va dire j'ai 2 enfants. Est-ce que tu leur apprends la langue? C'est une question que je pose à tous mes je parle pas la langue. Je ne sais dire que 2 ou 3 trucs en rapport avec la bouffe. Ok. Donc tu cuisines pas beaucoup, mais tu connais les mots langues que pour parler de la bouffe. Est-ce que mais après comment on fait? Est-ce que les grands-parents sont encore là pour apprendre quand même aux enfants? Après dans notre petite famille, nous sommes quand même à 5 et en fait c'est un choix. Quand j'étais petit, je trouvais pas intéressant de parler la langue. Maintenant, je vois que ça me pose des soucis, mais je suis en train d'essayer de rectifier le coup avec mon fils parce que je suis en train de lui dire que les vacances, tu vas les passer aussi un peu avec ta grand-mère et de l'autre côté, je dis à sa grand-mère qu'il faut lui parler en langue parce qu'il en a besoin, c'est important. Ah, finalement, hein? Oui. Finalement, donc on est oui, c'est en vieillissant qu'on comprend des choses. Ouais, malheureusement, oui. il faut beaucoup de recul. Après, tu te dis, finalement quand j'avais encore l'énergie pour apprendre ça, non, là, il fallait l'apprendre. Mais quelle est la place de la tradition dans ta maison? Je ne suis pas traditionnaliste, déjà, mais ça ne veut pas dire que je néglige la tradition. D'accord. Je prends je parle de tradition avec tout le monde. Celui qui me parle beaucoup de tradition lorsque je discute avec lui, bien quand je vois ses posts, c'est Sirocos. Je prends souvent exemple sur lui parce que pour être un gars de ma génération, il me montre à quel point c'est important. Moi, j'aimerais bien insérer la tradition dans mon mode de vie et j'y travaille. Mais ça va venir progressivement. En fait, toi, tu étais vraiment un gars déconnecté, du genre... Je suis déconnecté à tous les niveaux. Même pour la musique. Genre, tu voulais pas trop être africain. Je suis dans ma bulle. C'est pas que je cherche pas à être africain. Genre, tout ça, c'était trop compliqué pour toi. Moi, dès que ça devient long, je déconnecte. Dès que ça nécessite beaucoup de... La seule chose qui a pu me tenir en haleine, les gens, j'ai dit que c'est long, mais je continue, c'est la musique. Okay. Sur le travail en studio. Parce que ça s'est passé quand même en 2 étapes. La première étape, j'ai vu comme ça, j'ai vu les boutons, on dirait l'avion. J'ai dit, c'est bon, je laisse. Après, tu t'es dit, non, c'est bon. Je ne pourrais jamais faire ça. Et après... je n'avais pas le choix. C'est peut-être lorsque je n'ai pas le choix que j'arrive à exceller. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je n'aurai pas le choix pour parler la langue ou pour insérer la tradition. Mais en vieillissant, je remarque que c'est important. Et même musicalement, je remarque que c'est important. Donc, du coup, je commence maintenant à aller vers. C'est comme lorsque j'ai travaillé avec Jacine Jas, le titre Ngwata. Je ne pouvais pas savoir que j'allais faire un son comme ça. J'allais composer une musique comme ça, je ne savais pas. Et c'est lui qui m'a aiguillé. Et en même temps, c'est dans les gènes. À un moment donné, ça ressort tout seul et tu réalises que j'ai écouté ça vient de chez moi, etc.
Eh ben, Steve. Oui, c'est moi. Je pensais que j'étais un peu blanche sur les bords, mais toi, tu m'as dépassé. Je me sens moins seule. T'inquiète. je me te sens. tiendrai la main. Force à nous. Je me sens moins seule. Et quelle est ton activité avec ton fils? C'est les jeux vidéo ou la musique? Ou les deux en même temps? Bon, depuis qu'il a découvert TikTok. Voilà. Et tu le dis avec consternation, du genre, bon, il a découvert Depuis qu'il a découvert TikTok. C'est chaud. Bah après, à un moment donné, moi, c'est la même chose. Hein, quand on est à la maison, lui, il regarde les contenus des joueurs de jeux vidéo parce qu'il voulait être youtubeur aussi à l'époque. Il a voulu faire beaucoup de choses. Il a encore que 9 ans, mais il veut faire beaucoup de choses. Ah, c'est très bien ça. C'est comme moi, je suis en permanence sur l'ordinateur à la maison en train de travailler, mais on est constamment en train d'échanger. Mais lui, c'est TikTok. Nos rapports après, c'est tant qu'il a son TikTok, tant qu'il a bouffé, c'est bon. Tant qu'il a sa dose de papa, je veux ça, et tranquille, on est au calme. Et quand on doit sortir, on le fait ensemble. Il est aussi calme et casanier que toi? Non, je pense qu'il est quand il sera plus grand, je pense qu'il va quand même un peu aimer le dehors parce que des fois il me fatigue, il me fatigue en me disant qu'il a envie de sortir. Ça va monter. Ça va monter, mais après il va sûrement se calmer. Ok, Steve, je vais te donner quelques noms et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là. Si je te dis Jay Respect Me, R&B. Quels sont vos rapports avec Jay? Très bien. Déjà, on va dire qu'on est les derniers. Les survivants. On est les survivants. Les survivants du R&B. On a envie de rester. On veut pas mourir. J'aime beaucoup sa philosophie. J'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup sa voix. Il a une approche de la musique qui est très singulière. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Il n'est pas le seul d'ailleurs, même si on l'a pas. Peut-être que tu vas le citer. Il y a Warren Jazz. Il y a Warren Jazz aussi, qui est très, pour lequel j'ai énormément de respect. Et c'est ça en fait. Je respecte me, c'est R&B. Si je te dis Emma, je vais dire, c'est quoi sa chanson là? Mais c'est une artiste très talentueuse. J'ai eu l'occasion de la voir en session une seule fois. Là, avant qu'elle ne perce, elle avait fait les 10 étages et elle m'avait dit, grand, faut me produire. Moi, je suis forte. En fait, ce que j'ai apprécié chez Emma, c'est l'assurance. Elle était sûre de ce qu'elle faisait. Elle savait où aller. Je ne l'avais pas encore écoutée. Je disais que les autres petits disaient que quand c'est une machine. Mais quand je l'ai écoutée chanter, j'ai dit ah ouais, quand même. Ah mais il y a des Gabonaises qui chantent. Et elle gagnerait plus à s'exporter. Et voilà, elle est très talentueuse. C'est une pépite, c'est la nouvelle génération. Et si je te dis Ariel T? Oh, ça c'est ma personne. Libère-moi. Tu vas aussi te dire que c'est toi qui as enregistré Libère-moi. Non, mais on a travaillé sur plusieurs versions de Libère-moi. D'accord. Mais on travaille depuis un moment, on travaille beaucoup ensemble. On échange beaucoup. Dernier nom, et si je te dis Eric Benke? Eben. Vous êtes toujours en contact? Toujours. Bon, c'est la même chose. C'est comme pour Lacho, mais on s'est vu il y a 2 mois, 1 mois ou 2, et puis on s'était vu aux Étoiles du Gabon. Okay. Mais Eric Benke, hormis Eben, je vais dire que pour ceux, désolé pour les détracteurs, je vais vous décevoir. Je ne vous dirai jamais du mal de ce monsieur. Surtout publiquement. Voilà, parce que la vérité, c'est que c'est le premier monsieur qui m'a offert un boulot. Pas en tant que chanteur. Il m'a offert la possibilité d'avoir un travail en dehors de la musique. Je dis même en dehors d'être sur scène. Okay. Voilà. Quand il a su que je commençais à utiliser et que je m'intéressais au travail en studio, c'est le mec, un jour j'étais au studio, il m'appelle. Steve, viens ici. J'ai dit que voilà.
j'ai encore un problème avec le monsieur là. Donc j'arrive dans son studio, j'arrive à son bureau, il me regarde, l'air, la mine fermée, il me regarde, il parle à ses employés, baba, il dit allez, faut t'asseoir là. Je lui dis il y a encore quel problème, j'ai cassé quel matos, il y a la Fuente, à quel problème. Et il me regarde, bam, il me dit tu aimes ce que tu fais? J'ai dit ouais. Tu aimes enregistrer les gens? J'ai dit ouais, j'aime enregistrer ça. Il dit ok. Il était en train d'imprimer 2 rames de papier, il a acheté 2 ou 3 rames de papier. Les cours. Dès qu'il a fini, il a mis ça sur des reliures et consorts. Il a dit bon, tu aimes ce que tu fais, non? Tiens, voici le manuel d'utilisation de Pro Tools. Maintenant, va travailler. Familièrement, il dit allez, fais-moi le qu'on va travailler. Et ça c'est très beau. Je lui dirai toujours merci. Waouh. Et c'est sur cette touche-là, un dernier mot. On sait que le projet Evo va sortir peut-être en 2023, c'est ça? Ouais. Peut-être en 2023, c'est un projet que vous allez bientôt écouter. Même pas peut-être, il sortira. Oui, ça doit sortir. C'est un projet que vous allez pouvoir sûrement écouter sur Akoum Radio. S'il y a de la bonne sonorité africaine, c'est sûr qu'il y aura la musique de Steve sur Akoum Radio. Un dernier mot, Steve, avant qu'on ne termine? Je voudrais remercier d'abord Akoum Radio parce que c'est super intéressant. L'émission, rappelez-moi quand c'est bon, moi je reviens. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un plaisir d'avoir fait cette émission. C'est toujours un plaisir de partager les expériences qu'on a. C'est un plaisir de le partager avec toi. Je pourrais passer 2 heures comme ça, parler de musique. Oui, mais l'autorité supérieure n'aime pas quand on met trop d'états. L'autorité, c'est ma daronne. C'est pas daronne, elle peut gérer, elle peut déborder. On va éviter de déborder pour nos auditeurs. Si vous étiez avec nous, nous étions avec Steve Evo, anciennement de la Fuente. Là maintenant, c'est Steve Evo, c'est l'homme évolué. Vous allez découvrir bientôt tout son univers artistique dans son album nommé Evo. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre mercredi pour découvrir une nouvelle personnalité gabonaise ou africaine sur 98.3 Akoum Radio, la radio préférée de votre radio préférée. Bisous. Ciao, ciao.